Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle table ronde Welcome to the Jungle. Je m'appelle Marie Ouvrard et je suis directrice éditoriale chez Welcome. Aujourd'hui, on a voulu s'interroger sur ce qui fait qu'un métier ou qu'une famille de métiers seront favorisés par des femmes ou par des hommes. Est-ce que c'est systémique et surtout, qu'est-ce qu'on peut y faire? Comment les organisations peuvent-elles s'emparer du sujet et jouer en faveur d'une plus grande mixité des métiers? Quels sont les enjeux? Et quels leviers concrets peuvent-elles implanter? Quelles pistes d'amélioration peuvent être explorées? C'est parti pour une heure en présence de nos invités. Merci à vous trois d'être là. Donc aujourd'hui, pour répondre à nos questions, Laetitia Vito est avec nous. Laetitia, tu es experte en futur du travail et membre du lab Welcome to the Jungle. Bonjour. Bonjour Marie. On est aussi avec Delphine Pouponneau. Delphine, vous êtes directrice diversité et inclusion chez Orange Group. Bonjour Marie. Merci d'être avec nous. Et enfin, Isabella Lenarduzzi, vous êtes fondatrice de Jump, une association qui accompagne les entreprises sur les sujets d'égalité hommes-femmes au travail. C'est tout à fait ça. Super. Eh bien, donc encore merci d'être avec nous aujourd'hui. Au programme de cette table ronde, on va donc parler de 3 points, des raisons de cette ségrégation sexuée des métiers, des problématiques que cela pose pour les entreprises et enfin des leviers d'amélioration concrets. Et on finira bien sûr par une question de session-réponse, donc n'hésitez pas tout au long de l'entretien à poser vos questions dans le chat ou sur les réseaux sociaux, et puis on y reviendra tout à la fin de l'échange dans les 15 dernières minutes. Et bien c'est parti, commençons. On commence tout de suite avec un chiffre, puisque une femme sur 4 devrait échanger sa profession avec un homme pour parvenir à une distribution équilibrée de chaque sexe dans les différents métiers. C'est donc un fait, les femmes se concentrent sur moins de métiers, et ça se traduit en chiffres, toujours selon l'INSEE. Sur les 87 familles de métiers répertoriés, 37 sont très masculins, comme par exemple des métiers de la tech, 11 sont très féminins, peut-être des métiers du social ou de la santé. Les sociologues parlent de ségrégation professionnelle horizontale. C'est un phénomène qui a été étudié et théorisé. Laetitia, je me tourne vers toi pour commencer avec une première question. On sait que les origines de cette ségrégation sexuelle sont multiples. Peut-être, si tu devais en décrire 3, quelles seraient-elles ? La première, c'est un héritage historique très lourd, très lointain, qui nous ramène peut-être à la période pré-industrielle où on avait les activités dites de production et de reproduction. Alors la production, c'est production de marchandises ou de services qui vont être vendus. Et puis la reproduction de la force de travail, c'est tout ce qui est prendre soin de soi pour pouvoir aller travailler demain, donc se faire à manger, prendre soin de son logement, et puis prendre soin de la force de travail de demain, à savoir les enfants, donc faire des enfants, s'en occuper, etc. Et production et reproduction étaient mêlées, qu'il s'agisse des artisans ou des paysans. Autrefois, ça se passait essentiellement dans le foyer, les deux étaient mélangés. Et puis avec l'industrialisation de l'économie, la révolution industrielle, puis l'urbanisation de notre société, on a peu à peu séparé les deux de manière assez brutale, et puis il y a eu des enjeux de distribution ou de division sexuelle du travail qui se sont mis en place, où les femmes ont été assignées à la reproduction, essentiellement dans la sphère domestique, les hommes à la production. En réalité, il y avait des femmes à la production aussi, mais on faisait exprès de ne pas trop les montrer. Et puis, voilà, une division qui a perduré, même si aujourd'hui, ça n'a plus grand sens de séparer les deux, parce que faire du ménage, c'est autant une activité marchande qu'une activité domestique non marchande. Ouais. Donc tout ça, ça n'a plus grand sens, mais c'est un héritage qui perdure. La deuxième cause, c'est la notion de salaire d'appoint, et c'est très lié à ça. C'est le fait que dans certaines professions qui donc relève de cette reproduction où on a beaucoup de femmes, on avait cette idée que les femmes avaient, que ce soit le cas ou pas d'ailleurs, un conjoint ou un père qui gagnait de l'argent et que c'était juste pour compléter. Et donc il y a des professions entières qui se sont construites sur cette idée du salaire d'appoint ou d'autres qui se sont paupérisées sur cette idée du salaire d'appoint. Par exemple, c'est le cas de l'enseignement qui s'est féminisé et paupérisé en même temps, un petit peu autour de cette idée-là. Et puis la troisième raison, c'est la division de la charge de travail. C'est que dans les emplois masculins, on a très peu de temps partiel, et dans les emplois qui sont très bien rémunérés, on a souvent des emplois qui sont très lourds en termes de charge de travail. Ouais. Qu'il s'agisse de la finance, de la tech, du conseil en stratégie, pour prendre les emplois les plus privilégiés. On fait souvent des semaines de 60 heures, 70 heures de travail, et on s'en vante d'ailleurs. Et du coup, ça exclut de fait les personnes qui sont aidantes ou qui s'occupent d'enfants, c'est-à-dire beaucoup de femmes qui sont en situation d'être mères.
qui ne vont pas postuler pour ces emplois-là parce que la charge de travail est incompatible. Et donc, c'est une manière très subtile, en fait, d'exclure une partie de la population, intentionnellement ou pas du tout. Hein. Mais en tout cas, voilà, ça fait 3 grandes raisons qui font que c'est très difficile de déségréguer et qu'il faut toucher à la question du temps de travail et de la charge de travail, autant que la question de l'orientation ou bien de l'essentialisation des tâches où on donne le soin, le soutien, l'accompagnement, tout ce qui relève de l'affectif aux femmes, et puis la technique, la guerre, les machines, la science aux hommes. Donc au-delà des représentations et des clichés et des idées, il y a aussi des réalités économiques, de temps, de distribution, qu'il s'agit d'analyser et puis ensuite de déconstruire. Gros boulot. Exactement. D'ailleurs, on va parler de tout ça, on va essayer de trouver des solutions ensemble. Peut-être, Isabella, au-delà de la France, est-ce qu'on observe aussi une ségrégation sexuée des métiers dans d'autres pays européens ? Absolument, mais en particulier dans l'Europe de l'Ouest. Et ce qui est assez étonnant, c'est que plus un pays tend vers l'égalité entre les femmes et les hommes, et plus les métiers sont sexués. Et donc c'est comme s'il y avait une prégnance plus importante des stéréotypes de genre. C'est très intéressant. Et pourquoi ça? Alors d'abord par rapport à l'Europe de l'Est vient d'une histoire qui s'étiole, cette culture communiste, mais ça s'étiole. Donc en fait les pays de l'Est ressemblent de plus en plus au niveau des chiffres à l'Europe de l'Ouest, mais il reste malgré tout une valorisation de tout ce qui est métier scientifique qui est plus importante qu'en Europe de l'Ouest, et donc les femmes tendent plus à faire ces métiers-là. Mais quand on regarde le reste du monde, et ça c'est vraiment intéressant, plus les pays sont inégalitaires et plus les femmes sont nombreuses dans les formations STEM. Attention, étant donné que l'entrée sur le marché du travail est pleine de barrières, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elles vont travailler avec ces métiers-là. Mais il y a 2 choses, à mon avis, qui peuvent expliquer ça. De un, beaucoup de ces pays-là n'ont pas le même développement des sciences humaines comme nous, par exemple. Hein. Ouais. Donc, il y a moins de choix, quelque part. Et deuxièmement, les femmes, elles sentent que ça va être tellement compliqué pour elles de travailler, de mettre à disposition tout leur talent et d'être indépendantes financièrement, qu'elles vont aller choisir des métiers qui sont véritablement pénuriques, que les entreprises ont désespérément besoin, de façon à pouvoir avoir une chance au moins d'aller travailler. D'ailleurs, je vais rebondir sur 2 chiffres. Alors, pour revenir à la France, des chiffres que certainement vous connaissez bien, puisqu'on constate une proportion de 29% de femmes dans les métiers de l'industrie et uniquement 20% de femmes dans les emplois IT. Et a priori, mauvaise nouvelle, malgré quelques améliorations, ce n'est pas vraiment parti pour progresser sur les métiers scientifiques. C'est un peu comme vous le disiez, depuis la réforme du lycée en 2019, la part des filles qui font des maths en intensif au lycée a chuté de 10 points. Donc, on est passé de 48% à 38%. En 2 ans, c'est le même niveau qu'en 95. Donc on voit quand même qu'on peut s'interroger sur ce point. Laetitia, d'ailleurs, pendant la préparation de cette table ronde, tu me faisais la remarque que les entreprises ont d'ailleurs plus de mal à recruter sur des métiers qui sont les moins mixtes, du coup. Est-ce que tu peux développer un peu cette idée? Absolument. Alors, je prends 2 exemples, tant dans les emplois qualifiés que dans les emplois non qualifiés. Donc, tu viens de le dire, évidemment, le secteur de l'IT... Chez Welcome, on en parle beaucoup. C'est un sujet qui est très important en matière de recrutement parce qu'on manque de développeurs, on manque de data scientists, on manque de toutes sortes de profils très techniques. Et comme par hasard, il y a très peu de femmes. Et donc, on se dit, ça serait quand même une bonne idée d'élargir le vivier, parce que si on en manque tant, si on pouvait recruter plus large, on aurait déjà beaucoup plus de candidats potentiels. Donc ça, c'est le sujet qui est évident dans notre univers, mais dans les emplois peu qualifiés, finalement, c'est exactement la même chose, sauf que ce sont des emplois peu attractifs parce que mal rémunérés, mais les emplois domestiques, par exemple, les auxiliaires de vie qui s'occupent des personnes âgées à domicile, les femmes de ménage à domicile, les nounous, les assistantes maternelles, plus de 95% ce sont des femmes. Si on prend les infirmières, niveau de qualification un peu plus élevé, on va avoir 87% à peu près de femmes en France. Et c'est des métiers qui sont fortement pénuriques. C'est pareil sur l'enseignement, plus il se féminise, plus il se paupérise, plus c'est difficile de recruter. Et donc là, on se dit aussi que en fait, les 2 facettes sont importantes, c'est-à-dire qu'on parle souvent de féminiser les métiers dits masculins, recruter plus de femmes dans la tech, etc. Ça paraît évident pour donner accès à des métiers qui
qui sont plus valorisés. Mais inversement, si on pouvait masculiniser des métiers dits féminins, eh bien, on pourrait avoir des chances de davantage les valoriser. Il y a des chances pour que s'il y ait plus d'hommes dans les métiers de l'enseignement, les salaires augmentent et du coup le métier devient plus attractif. Évidemment, quelle est la poule, quel est l'œuf? C'est ça qui est difficile, exactement. Et quand le métier n'est pas attractif parce qu'il n'est pas assez rémunérateur, c'est très difficile. Et d'ailleurs, je m'adresse à vous Delphine, comment justement le manque de mixité sur les métiers, donc notamment techniques, peut impacter la compétitivité et l'innovation, notamment pour un groupe comme Orange? Je pense qu'effectivement chez Orange, et on l'a dit, on est convaincu que la mixité des métiers, c'est un vrai enjeu de performance économique, performance sociale et d'innovation. Ça fait des années, effectivement, qu'Orange tente de féminiser ses métiers. C'est vrai que le métier des télécoms n'était pas spécialement féminisé non plus. Aujourd'hui, on a un taux global de 36% de femmes, mais seulement 20% dans les métiers de la tech et du numérique. Donc, il faut absolument continuer à favoriser cette mixité. Aujourd'hui, le secteur du numérique, c'est un secteur en croissance. En 2021, c'est plus 6,3% de croissance. Il y a énormément d'enjeux, énormément d'opportunités d'emploi. Or, comme on vient de l'évoquer, il y a une pénurie aujourd'hui. On ne trouve pas forcément les talents dans la data, l'IA, le cloud, la cybersécurité. Donc, il faut absolument permettre aux jeunes femmes de s'orienter vers ces métiers-là. Et je dirais même au-delà des enjeux business, parce qu'il y avait une étude McKinsey qui disait s'il y avait parité dans le secteur des télécoms, du numérique, ce serait plus 10% de PIB d'ici 2025. Donc il y a cet enjeu-là. Il y a cet enjeu d'innovation. Si on veut continuer à être compétitif aussi vis-à-vis des États-Unis, de la Chine, il faut investir un maximum et les femmes ont toute leur place dans ce secteur. Et au-delà de ça, moi je pense qu'il y a un vrai enjeu sociétal, comme on l'a vu, c'est les métiers de demain, c'est les métiers d'avenir, c'est les métiers qui vont être les mieux rémunérés. Donc il faut absolument que le numérique se fasse avec les femmes. Et un autre sujet qui me tient à cœur aussi, c'est l'intelligence artificielle et les biais. Et c'est pour ça que nous aussi, on prône la féminisation des métiers de la data et de l'IA, parce que si on ne veut pas reproduire les biais de notre société dans les algorithmes, il faut aussi de la diversité de profils dans les gens qui développent des algorithmes. Donc voilà pourquoi pour nous c'est hyper important. Un exemple très concret là pour le coup de l'impact que peut avoir justement cette transformation-là dans une équipe et sur du coup l'innovation, quoi. Tout à fait. Et bien maintenant justement on va s'intéresser à ce qu'on peut faire pour adresser ce problème. Quelles politiques de rattrapage les entreprises peuvent-elles mettre en place du coup, pour favoriser la mixité et in fine l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes? Évidemment, plusieurs sujets. On va commencer par le fait de sensibiliser. Alors, Delphine, chez Orange, vous avez implanté le programme Hello Women en 2020. Il inclut divers leviers pour sensibiliser du coup, les jeunes femmes aux métiers techniques et leur donner envie de se lancer dans ce type de carrière. Alors, pour les citer, le programme Shadowing, le programme Capital Filles, l'initiative Elle Bouge, Science Factor, les Intrépides de la Tech, donc une multitude de programmes que vous avez lancés. Quelles retombées concrètes est-ce que vous avez pu observer jusqu'à présent dans l'idée de sensibiliser ? Alors, juste pour rappeler, le programme Hello Women, c'est un programme qui se veut un peu chapeau autour de 4 axes qui nous semblaient importants pour continuer à féminiser nos métiers. C'est effectivement sensibiliser, recruter, reconvertir et fidéliser. Et sur l'enjeu de sensibilisation, effectivement, il y a plusieurs initiatives. Pour nous, il est important de sensibiliser dès le plus jeune âge. Et ça se joue au collège, voire même avant, mais le collège est un élément essentiel. Donc, on travaille avec le milieu associatif, avec l'éducation nationale. On a des partenariats avec les Intrépides de la Tech, avec Elle Bouge, etc. L'idée, c'est vraiment de faire comprendre aux jeunes filles qu'il y a des opportunités énormes dans ce secteur-là. Aujourd'hui, on a plus de 100 femmes d'Orange
qui prennent le temps d'aller dans les écoles, dans les lycées, pour parler de leur métier, leur parcours, parce que c'est comme ça, c'est en ayant des rôles modèles que les jeunes filles pourront aussi se projeter dans ces métiers-là. Et pour moi, c'est essentiel parce que la dernière étude GenderScan montrait que seulement 7% des jeunes filles arrivaient à se représenter dans les métiers de la tech et du numérique, mais par méconnaissance de tout l'univers que ça peut présenter. Donc pour nous, ce programme, il est essentiel. On avait d'ailleurs lancé en décembre à l'Élysée-Montmartre le forum Hello Women avec différents ateliers, différents rôles modèles, et on avait fait venir plus de 300 collégiennes, lycéennes pour justement découvrir toutes les opportunités. Et l'axe aussi sur lequel, à mon avis, il faut insister, pour l'instant, on n'a pas encore travaillé suffisamment la question, c'est la sensibilisation des parents, parce qu'eux aussi sont prescripteurs, et donc il faut voir aussi comment montrer aux parents voilà, le potentiel de métier qu'ouvre le secteur du numérique et de la tech. Et est-ce que du coup, depuis que vous avez mis en place certains de ces programmes, enfin, c'est un sujet, j'imagine, que vous traitez déjà depuis plusieurs années, au-delà de ça, est-ce que vous avez vu, observé concrètement les choses évoluer et changer ? Alors voilà, quand j'entends les résultats, effectivement, suite à la réforme du bac, c'est quand même super inquiétant. Ouais. Mais effectivement, là, rien que sur le programme avec les intrépides de la tech, c'est plus de 600 jeunes filles qu'on a réussi à toucher et à former à l'IA et à leur montrer que la culture de numérique était aussi une culture pour elles. Donc voilà, mais il faut vraiment continuer, et je pense que on doit être tous acteurs, donc parents, oncles, tantes, pour effectivement montrer aux jeunes filles que cette voie, c'est une voie d'avenir et que le numérique ne peut pas se faire sans elle. Et justement, donc, vous parliez des rôles modèles et de l'importance justement de pouvoir, pour les jeunes femmes, s'identifier à ces métiers-là. Peut-être un chiffre à propos des rôles modèles, puisque 30%, c'est l'augmentation des élèves féminines de Terminale S qui se tournent vers une prépa scientifique après un échange d'1 heure avec une scientifique. Donc c'est effectivement ce que vous avez constaté. Peut-être Isabella, est-ce que c'est un conseil que vous donneriez aux entreprises qui veulent se lancer dans un programme de sensibilisation dans les écoles, c'est-à-dire commencer par convaincre aussi celles qui l'envisagent et les aider à ne pas s'auto-censurer, dans le prolongement de ce que disait aussi Delphine? Certes, je pense que l'entreprise a cette responsabilité sociétale. C'est effectivement de faire en sorte que les jeunes femmes puissent se projeter dans ces métiers-là. Mais laisse-moi la possibilité d'être incorrecte. Je pense que, je vais venir à ce que les entreprises peuvent faire en leur sein. Je pense que l'éducation nationale peut faire quelque chose sans nécessairement que les entreprises viennent en leur sein. Il faut savoir que le métier d'enseignant est le seul métier où il n'y a aucune formation continue obligatoire. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ce soit les enseignants et enseignantes qui puissent aussi tout à fait régulièrement se remettre dans le bain de la vie réelle, c'est-à-dire dans le monde économique, dans les entreprises ou dans les institutions, qu'importe. Parce que ça dépend de ça aussi. Tout ne doit pas toujours reposer sur les épaules des entreprises. Par contre, évidemment, les entreprises ont un rôle fondamental. Chez Orange, on a un programme où on va chercher des femmes chefs de famille monoparentales, c'est-à-dire les femmes les plus fragiles et où on les met pendant 12 mois dans des formations aux métiers techniques. On fait ça chez Engie au Brésil aussi, dans des quartiers, dans des régions super pauvres, on les fait devenir électriciennes. Ça, c'est pour la formation initiale. Et puis, il y a tout l'aspect reconversion. On a fait une étude chez Jump sur la transformation numérique au sein des entreprises. Les femmes nous disent, nous, on est vraiment tout à fait en appétence, on a envie de passer des fonctions de support à des fonctions plus opérationnelles et particulièrement techniques. Sauf qu'on a l'impression d'être invisible pour les entreprises. On nous donne pas accès à ces formations. C'est comme si on ne nous voyait pas. Et donc ça, je pense que, mais même les personnes, les femmes en particulier, au-delà de 40, 45 ans, voire même 50 ans, elles ont encore au moins 15 ans de carrière devant elles. C'est ce moment-là où les femmes sont de nouveau, pour celles qui sont en charge de famille, plus disponibles. Et c'est comme si elles n'existaient pas dans beaucoup d'entreprises. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire, une remise en perspective au sein des entreprises, mais il y a une responsabilité des écoles qui ne devraient pas attendre les entreprises pour en tout cas l'intégrer.
Oui, il faudrait que chacun puisse prendre sa responsabilité à un niveau plus global. D'ailleurs, de manière générale, peut-être Laetitia, tendre vers plus de mixité hommes-femmes, y compris dans les prises de position publiques et dans justement des échanges qui vont peut-être au-delà de ce qu'on peut faire en interne. Est-ce que ça peut être une stratégie payante pour améliorer la mixité? Alors ça joue beaucoup. Il y a cette idée du programme 50-50 au sein de la BBC ou dans toutes les équipes de la BBC. On s'est dit on veut avoir une représentation égalitaire de manière à avoir une influence sur la société, y compris sur les sujets qui vont être choisis. C'est-à-dire que c'est pas seulement la représentation ou la représentativité des personnes qui est en jeu, mais c'est la nature même des sujets ou des missions qui vont être couvertes, qui vont être choisies, qui en est transformée. C'est-à-dire qu'on a une diversité de points de vue qui conduit à aborder les choses de manière différente et pas seulement à la question de la représentation. Mais je voulais rebondir sur ce qu'ont dit Isabella et Delphine, parce qu'on a beaucoup parlé de recrutement et d'orientation. Et c'est vrai que quand on parle de mixité ou de non-mixité, on a tendance à se focaliser là-dessus. Mais ça n'est qu'une partie du sujet ou du problème, puisqu'après, il y a, dans les métiers dits non-mixtes, on a oublié de dire que non-mixte, ça veut dire qu'il y a moins de 40% de l'un des deux sexes, en fait. Donc, vous allez avoir 70-80% d'un sexe et le reste, c'est vraiment minoritaire. Eh bien, on a une rétention qui est bien moindre. Et alors c'est vrai pour les femmes en minorité dans un groupe d'hommes, ça n'est pas vrai pour les hommes en minorité dans un groupe de femmes. C'est-à-dire qu'un homme infirmier va être tendance à être promu davantage, à être chouchouté, bien traité, se sentir bien. Ça s'appelle un ascenseur de verre. Ça s'appelle l'ascenseur de verre, exactement. Donc il n'y a pas de symétrie. En revanche, une femme qui est dans un groupe où il y a 15% de femmes au milieu de développeurs informatiques, où il va y avoir une culture qui est plus hostile aux femmes, la fameuse bro culture du monde de la tech. Et souvent, en fait, elles ne restent pas. Donc, quand on arrive à les recruter, ça ne suffit pas, c'est déjà bien, mais si elles s'en vont au bout de 4 ans, parce que une forme de management toxique, ou elles ne se sentent simplement harcèlement, sexuel ou pas, ou même sans aller jusqu'au harcèlement, simplement, elles ne se sentent pas valorisées, elles sont invisibilisées, on n'apprécie pas, elles sont moins promues, c'est des petites moqueries, des petites remarques, etc. Eh bien, elles vont se dire, je vais aller faire autre chose. Et ce n'est pas la question de la vocation ou de l'envie d'aller faire des maths, c'est qu'elles se disent, ce n'est pas un milieu pour moi, je ne suis pas bien traitée. Ça peut être aussi la culture du présentéisme qui va être incompatible avec cette phase de vie où elles vont avoir une vie de famille, etc. et se prendre sur leurs épaules toutes les charges domestiques. Et du coup, elles ne restent pas. Donc, en fait, le sujet doit être pris sur toute la continuité et la question de comment on travaille, comment est la culture, la question aussi de est-ce que le fait d'être 15 ou 20% dans une minorité de 15 ou 20%, ça fait qu'en fait c'est plus dur d'y rester quand on est une femme dans un monde d'hommes parce qu'il y a une forme de toxicité qui se développe, je ne sais pas. Du coup, il y a des questions un peu controversées qui sont posées, qui sont de dire si, quand on est dans un groupe de 15% de femmes au milieu de 85% d'hommes, si ça ne se passe pas bien en général, est-ce que c'est pas bien d'avoir des équipes complètement féminines? Alors, il y a des entreprises qui ont développé cette idée-là de dire si on avait une équipe ou une cellule non mixte, en fait, avec que des femmes, sur le même métier, de manière à ce qu'elles ne subissent pas les éventuels harceleurs de service. Voilà, c'est des pistes qui sont un peu peut-être provocatrices, mais qui sont intéressantes, en tout cas des questions sur le problème de la non-mixité sur la rétention des talents. On va justement revenir sur ce sujet de rétention et d'évolution dans l'entreprise pour pouvoir aller au-delà de la sensibilisation et du recrutement. On va tout de suite en parler avec cette grande question. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on progresse? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors pour ça, il est important de fixer des objectifs et de pouvoir mesurer justement ces impacts-là dans l'entreprise. Peut-être Delphine, en termes d'ambition, le groupe Orange s'est fixé un objectif de 25% de femmes dans les métiers techniques en 2025. Là aujourd'hui, vous êtes à 21% si je me souviens bien. Sur quoi est-ce que vous êtes appuyé pour définir ce chiffre ? Déjà, je pense qu'il était important effectivement de se fixer un objectif. On l'a vu avec la loi Copé-Zimmermann, on le voit avec la loi Rixain. Je pense qu'avoir, quota ou objectif, peu importe, mais se donner une ambition, c'est hyper important et suivre les résultats régulièrement, c'est essentiel. Alors 25%, c'était à la fois ambitieux,
mais réaliste. L'idée n'est pas non plus d'afficher un chiffre qu'on n'atteindra pas. Donc l'idée c'était 25%, ça nous semblait réaliste. Et donc on essaye de tout mettre en œuvre pour l'atteindre. Juste pour information, donc en 2017 on était à 17%, 18% de femmes. Là on arrive effectivement à 21%. Donc voilà, on se dit qu'on peut atteindre ce 25%. Et pour nous c'est essentiel. On s'est aussi fixé un objectif sur la féminisation des lignes managériales à 35%, parce qu'on l'a évoqué, hein, ce qui est important aussi, c'est comment on fidélise les femmes, et donc la progression est importante. Et donc maintenant, avec la loi Rixain, qui impose effectivement 40% de femmes dans les instances dirigeantes à horizon 2030, on a un vrai challenge à relever. Mais je pense que c'est essentiel, même si ça peut être regrettable d'en passer par des systèmes de quotas, on va dire. Voilà. Et d'ailleurs, je reviens sur un sujet qu'on a un petit peu abordé déjà, puisque une femme au milieu d'hommes n'a pas la même expérience qu'un homme au milieu de femmes, c'est ce que tu disais, Laetitia. Peut-être Isabella, quel objectif là-dessus, puisqu'on s'intéresse du coup au concret, vous conseillez aux entreprises de fixer, qui veulent justement mixifier leur métier, comment est-ce qu'on peut mesurer ça en garantissant une expérience collaboratrice? Parce que ça peut être peut-être moins palpable et moins mesurable finalement, tout ce que disait aussi Laetitia. Oui, globalement, il y a vraiment un déni des entreprises sur le vécu des femmes quand elles sont minoritaires, voire extrêmement minoritaires dans certains métiers. On sait, toutes les études le prouvent, que leur expérience est vraiment très difficile. Alors quand elles ne sont pas victimes de sexisme, voire de violences sexuelles, elles sont en tout cas victimes d'une pression accrue. C'est-à-dire qu'elles portent encore bien plus que les autres femmes cette présomption d'incompétence. Donc elles ont l'impression d'être à chaque fois observées, scrutées, et elles doivent tout le temps surperformer pour rendre légitime sa place. C'est épuisant à la fin. Donc là, on parle des risques psychosociaux, etc. C'est évident que c'est épuisant. Mais en plus, ce qui est incroyable, c'est que ce n'est pas reconnu par l'entreprise en général. Ce n'est pas reconnu parce qu'on ne fait pas d'évaluation justement de perception de cette culture d'inclusion. On ne se rend pas compte que notre culture, elle a en général un sexe, hein, et qu'elle n'est pas nécessairement favorable à, justement aux hommes comme aux femmes. Et donc c'est important. Je vais faire le parallèle avec les personnes handicapées. Les personnes handicapées, quand elles arrivent dans l'entreprise, donc non seulement l'entreprise met en place tout un aspect d'accommodement logistique, évidemment, puisqu'il faut que les personnes puissent avoir accès au lieu de travail, mais ce qu'elles font, elles vont aussi former les équipes qui vont intégrer la personne handicapée pour savoir comment est-ce qu'on traite du handicap, comment est-ce qu'on a cette relation avec la personne handicapée. Alors, ça, c'est tout à fait accepté. Mais quand ce sont les femmes qui vont au casse-pipe dans des équipes d'hommes, alors là, c'est pour leurs pommes. Et parce qu'il y a un véritable déni. Il faut absolument, si on veut la mixité des métiers, il faut que toutes ces équipes d'hommes soient formées au sexisme et aux violences sexuelles. Et la responsabilité, elle est dans leur manager et elle est dans leur direction. Il faut qu'il y ait une véritable politique de tolérance zéro. Alors c'est facile à dire, c'est beaucoup moins simple à faire, mais travailler sur les comportements, travailler sur l'identification des violences, avoir ce processus pour justement des processus de plainte, etc. et avoir des sanctions. Sinon, évidemment, les femmes ne vont pas rester dans ces métiers-là. Est-ce que l'idée... Je partage complètement, c'est essentiel d'avoir une politique très claire sur la lutte contre toute forme de violence et notamment le sexisme, de pouvoir le mesurer régulièrement. Nous, effectivement, justement, dans l'enquête Gender-Scan, on a regardé où on en était sur ces sujets-là. On fait partie aussi du collectif Stop au sexisme ordinaire. Voilà, et tolérance zéro, c'est le maître mot. Sensibiliser les managers, les former, ça aussi, ça fait partie des engagements qu'on a pris dans les derniers accords qu'on vient de signer. Voilà, je pense que c'est essentiel pour faire en sorte que les femmes se sentent bien et accueillies dans un environnement plus masculin. Et ça, c'est très important. Et un point aussi qu'on a ressouligné dans l'accord, c'est aussi même l'analyse des risques par genre. C'est hyper important de bien identifier
Alors typiquement, nous on le voit sur les métiers de technicien d'intervention ou technicienne d'intervention, le port de charge, etc. Tout ça doit être analysé pour vraiment favoriser le plus possible la mixité des métiers et prendre en compte les spécificités genrées. Parce que sinon, ce que tu fais, c'est que tu dépenses plein de sous, plein d'énergie pour essayer d'attirer des femmes dans des métiers non mixtes, et puis tu les perds. Mais ça coûte un pont. Donc, c'est vraiment un accompagnement qu'il faut faire. Tout à fait. La difficulté, c'est qu'on n'a pas de chiffres. On n'a pas de chiffres sur le harcèlement parce que c'est comme les violences sexuelles, le nombre de plaintes ne correspond pas à la réalité du phénomène et donc c'est très difficile à appréhender. Et souvent, il y a des managers ou des DRH qui sont de bonne foi, qui se disent non, apparemment, on n'a pas trop ce problème-là. On dit tout de même, il y a quand même eu un turnover important, mais c'est très difficile. Alors c'est une espèce de démotivation. Voilà, un cas de harcèlement, c'est une démotivation qui touche l'ensemble de l'équipe. Il peut y avoir des départs, mais il peut aussi y avoir des gens qui restent parce qu'ils ne veulent pas perdre leur emploi. Il y a la peur de dénoncer quelqu'un qui a du pouvoir hiérarchique sur vous. Et donc, c'est très difficile quand on est plus haut dans la hiérarchie, en fait, d'appréhender le phénomène avec des indicateurs qui seraient fiables. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, même quand on est de bonne foi, qui n'est pas forcément très facile à faire. Du coup, il y a effectivement ces deux leviers, donc à la fois fixer des objectifs clairs et peut-être travailler sur des sujets de fond peut-être moins palpables et encore difficilement mesurables. J'en reviens juste quand même aux objectifs et aux KPIs qui sont quand même importants. On a vu que ça pouvait avoir des effets importants sur l'évolution de ce sujet-là. Est-ce qu'il peut y avoir des effets pervers à ces objectifs et à ces KPIs liés en entreprise? Ouais, alors c'est une bonne question parce que les effets pervers du choix d'indicateurs particuliers, il y en a toujours. Il y en a toujours, surtout quand on crée des incitations. Donc globalement, c'est évidemment très bien d'avoir une certaine transparence, de se fixer des objectifs, d'avoir la vision des choses, de savoir qui gagne combien, etc. Mais il peut y avoir, alors il y a un exemple très célèbre, rien à voir avec les hommes et les femmes, mais c'est le fameux effet Cobra. L'effet Cobra, ça illustre un phénomène d'effet pervers sur le choix des objectifs ou des indicateurs. Donc ça se passait en Inde. Un jour, il y a un gouverneur qui a choisi de donner des récompenses aux gens qui attrapaient des cobras, donc des serpents dangereux, pour pouvoir éradiquer le problème des cobras dans la population. Et c'était tellement intéressant qu'en fait, il y a des gens qui ont créé des élevages de cobras. Et quand ils ont pris conscience de la chose, ils ont supprimé l'incitation, mais du coup, les producteurs de cobras ont lâché les cobras dans la nature. Ouais. Le résultat, c'est qu'au bout du compte, il y avait plus de cobras qu'avant qu'on ait mis en place la politique d'incitation. Bon, c'est un exemple assez extrême, mais néanmoins une très bonne illustration. C'est que, évidemment, quand on a des objectifs et que ces chiffres ou ces indicateurs deviennent l'objectif, eh bien, on peut oublier l'esprit et se fixer à la lettre, ou en l'occurrence au chiffre, et donc les manipuler en fait. Et c'est ce qui se passe avec tous les indicateurs. Il y a eu des critiques qui ont été faites même contre les indicateurs qui ont été mis en place ces dernières années, qui ont quand même plein d'effets positifs, mais on dit, ah oui, là, il y a de la manipulation, on cache un peu les choses, on choisit d'inclure ça avec ça pour pouvoir avoir un chiffre qui est un peu différent, puis du coup, on oublie en fait l'esprit qu'il y a derrière pour se fixer, pour devenir l'esclave en fait des chiffres plutôt que des objectifs philosophiques qu'il y a derrière, quoi. Mais j'aimerais ajouter quelque chose. Le grand danger des objectifs qui sont pourtant tout à fait nécessaires. Si on pense que c'est stratégique, il faut mettre un objectif parce qu'il faut mesurer. Si on ne compte pas les femmes ne comptent pas. Mais quand on met des objectifs, quand on met des quotas, ça stigmatise toutes les personnes qui sont censées en profiter. Et c'est ça qui est difficile. Donc il faut que les entreprises qui font ça se rendent compte qu'il faut qu'elles accompagnent les quotas. Il faut qu'elles disent, d'abord, il faut qu'elles fassent le business case de l'égalité dans l'entreprise. Pourquoi c'est important pour mon entreprise? Et ce sera différent pour Orange, par rapport à la Banque nationale, Et donc, il faut faire le business case. Il faut que ce soit porté par la direction. Il faut que les managers soient vraiment partie prenante et responsabilisés par rapport à ce qui se passe dans la réalisation de ces objectifs. Et il faut surtout bien valoriser justement cette mixité. Il faut dire aux
femmes, c'est sûr, il y a des quotas, etc., mais ne vous sentez pas stigmatisés, vous êtes victime d'inégalités systémiques. Notre entreprise, faisant partie de la société, automatiquement, elle porte cette inégalité systémique-là aussi. Ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte que la méritocratie soit réellement ouverte à tout le monde et pas simplement à une catégorie de personnes. On veut toujours les meilleurs, mais on veut les meilleurs dans toutes les catégories de la population. Et on a besoin de vos talents. Il faut dire ça aux femmes. Oui, donc ils vont accompagner cet objectif d'une explication et d'une lecture dans un projet global. Exactement. Enfin, on va peut-être venir à cette dernière partie pour parler d'un événement aussi fondamental qui est la culture de son entreprise. Être capable d'attirer, mais aussi de retenir les femmes sur ces métiers et leur permettre d'accéder à des postes de responsabilité. C'est in fine le but ultime de tous ces programmes en transformant du coup sa culture d'entreprise et l'expérience collaboratrice. Alors évidemment, une culture d'entreprise inclusive pour les femmes, et pour tous d'ailleurs, passe par beaucoup d'éléments. On a listé ceux qui sont aujourd'hui les plus prioritaires, ils sont au nombre de 3. La politique de parentalité, l'hybridation inclusive et l'organisation du travail, et la mobilité interne et la gestion de carrière. Donc on va commencer, on se concentre là-dessus, on va commencer par la politique de parentalité. Peut-être Isabella, que conseillez-vous d'adresser en priorité en matière de politique parentale aux entreprises qui visent une meilleure expérience collaboratrice ? Alors, évidemment, c'est très important la politique de parentalité et je suis tout à fait reconnaissante qu'on dise parentalité et plus maternité. Il y a 5 ans, on aurait dit maternité. Là, maintenant, on ne le dit plus. Il n'en reste pas moins que quand on dit parentalité, qu'est-ce qu'on voit ? Inconsciemment, on voit une femme avec ses enfants. Donc, il est fondamental que les hommes se fassent les garants de cette politique et montrent le bon exemple. Autant, c'est ça l'équité en fait. L'équité, c'est de donner aux individus ce qui est nécessaire pour rétablir l'équilibre, rétablir la justice. Donc autant il faut aller chercher les femmes, faut faire une démarche proactive quand il s'agit qu'elles soient candidates à des promotions, etc. Autant en ce qui concerne la parentalité, il faut aller chercher les hommes pour qu'ils prennent leur congé de paternité et qu'ils prennent leur congé de parentalité. Et que l'entreprise mette en valeur les hommes qui le font et surtout prouve que ça n'impacte pas la carrière. Et puis évidemment, il y a toute la problématique du présentéisme. Ça, bon, moi qui ai une vision très européenne des choses, la France, elle est vraiment complètement, bien plus dans la politique de présentéisme que plein d'autres pays. Oui. Et évidemment, la flexibilité, l'agilité, elle est quand même extrêmement importante. Mais attention, hein, parentalité, c'est super important, mais ça reste pas toute la vie. Ça reste quoi, 15 ans dans la vie d'un homme et d'une femme. N'oublions pas que, 1, toutes les femmes ne sont pas nécessairement mères, et n'ont pas envie de le devenir nécessairement, et puis 2, qu'à un moment donné, elles sont libérées de cette charge. Et mettons en visibilité les femmes qui sont à partir de cet âge-là, parce que c'est très important, parce que beaucoup de femmes vont faire des sacrifices de carrière pour justement s'occuper de la famille, puisque 2/3 des charges non rémunérées restent encore sur leurs épaules. Et donc, ça veut dire que ça va avoir un impact sur leur retraite. Et donc, il faut que les entreprises se rendent compte aussi qu'à un moment donné, les femmes, quand elles se libèrent de ça, peuvent aussi réaccélérer leur carrière pour compenser, pour avoir une retraite digne. Donc, ça ne joue pas uniquement sur les mesures à prendre pendant ces phases de... Voilà. Parentalité, si on peut dire ça comme ça, mais aussi bien après. Non, mais c'est intéressant. Et je veux bien qu'on revienne sur le congé paternité parce que, effectivement, comme vous l'avez évoqué, c'est un point important. Donc, je rappelle juste que depuis le 1er juillet 2021, le congé paternité est passé de 28 jours, dont seulement 7 jours sont obligatoires, est passé à 28 jours. Pourtant, on sait que certaines cultures ne favorisent pas vraiment la prise de ces congés. Est-ce que chez Orange, par exemple, vous incitez vos salariés à prendre ce congé paternité ? On fait mieux que de les inciter puisqu'on a même augmenté le congé paternité. On a rajouté 5 jours donc qui permet de passer le congé paternité à 33 jours, complètement rémunéré et sans impact sur la part variable. Et pour nous, c'est vraiment une volonté que les hommes s'investissent aussi dans les charges familiales. D'ailleurs, ils sont demandeurs. Hein, et l'idée aussi, c'est de permettre aux hommes qui
osent prendre leur congé paternité, osent demander du temps partiel ou osent aller chercher les enfants, de leur dire allez-y, c'est open, quoi. Et je pense que de plus en plus de pères aujourd'hui le souhaitent, aussi parce que les familles, voilà, il y a des familles monoparentales, etc. Donc la charge de famille aussi, elle est prise par les hommes. Donc pour nous, c'est hyper important. Et l'année dernière, il y avait quand même 85% des hommes qui avaient pris leur congé paternité. Donc on voit que c'est un dispositif qui est plébiscité. Et on a un collectif de salariés au sein d'Orange, donc les Happy Men Share More, qui partagent aussi autour de ça, qui sont un peu les rôles modèles aussi des pères engagés dans la vie familiale. Donc ça, je pense que c'est très important. Et au-delà de la parentalité, qui maintenant a des formes très différentes, en plus, il y a aussi tout ce qui est homoparentalité, etc. Donc on prend en compte aussi tous ces aspects-là. C'est vraiment l'équilibre vie privée, vie professionnelle qui est important. Et aujourd'hui, on le voit, que ce soit le droit à la déconnexion, le recours au télétravail, etc. C'est des choses qui permettent un meilleur équilibre et qui profitent tant aux femmes qu'aux hommes. Donc sur des sujets comme ça, voilà, on réconcilie aussi femmes et hommes puisque chacun peut bénéficier des mêmes dispositions et des mêmes droits. Du coup, effectivement, l'organisation du travail et plus globalement l'hybridation inclusive, c'est un peu un deuxième point sur lequel on peut travailler, notamment sur les métiers techniques qui prévoient de nombreux déplacements, qui sont ceux qui ont le plus de difficultés à être mixtes, certainement pour des raisons de répartition des tâches, c'est comme vous le disiez, et puis d'emploi du temps. Peut-être Isabella, quelles sont les solutions que l'entreprise peut mettre en place pour garantir une bonne mixité malgré ces contraintes et pour trouver justement cet équilibre vie pro, vie perso sur ces types de métiers? Oui, moi je ne suis pas sûre que ce soit les métiers scientifiques et technologiques qui demandent le plus de mobilité. Et puis mobilité, par exemple, j'ai une amie qui est PDG de l'équivalent d'Orange, qui était PDG de l'équivalent d'Orange en Belgique, qui elle, tant que ses enfants n'étaient pas à l'université, a dit à son entreprise, moi ce que je veux, c'est, je ne vais pas aller à l'étranger. Je sais que ça rentre dans vos processus de carrière, mais ça, je ne vais pas le faire. Parce que j'ai un mari qui travaille énormément et qui ne va pas bouger. Mais par contre, je vais remplacer la mobilité géographique par une mobilité de fonction. Et donc, elle a fait toutes les fonctions de l'entreprise et elle a terminé PDG. Donc, c'est des aménagements comme ça qui peuvent être intéressants, encore une fois, ou d'autres organisations, comme je pense à BNP Paribas, qui, pour les femmes au-delà de 45 ans, qui donnent la possibilité de faire la mobilité internationale. Sinon, il y a d'autres entreprises qui sont carrément en consortium, comme je pense à Nestlé, mais à d'autres aussi, en consortium avec plein d'autres grandes organisations basées dans plein d'autres pays et qui, du coup, vont, quand ils proposent à un des deux membres du couple, lancent l'appel à tout le consortium en disant, voilà, un tel va en Indonésie, est-ce que vous n'auriez pas besoin des compétences de l'épouse ou de l'époux, de façon à ce que la mobilité soit plus partagée, plus facile. Donc il y a des choses quand même assez intéressantes à mettre en place. Et d'ailleurs, on a tendance à parler des besoins de flexibilité comme d'un sujet féminin. Toi, Laetitia, tu préfères parler de flexibilité pour tous. Qu'est-ce qui concrètement peut être mis en place en entreprise dans un contexte hybride pour garantir une flexibilité inclusive pour les femmes? Ouais, le contexte hybride est un grand danger pour l'inclusion parce que le risque, c'est qu'il y ait le phénomène loin des yeux, loin du cœur, avec au bureau des gens qui sont très investis, réputés investis, parce qu'on peut être très investi en n'étant pas au bureau, qui obtiennent les promotions, jouent aux jeux politiques, font le jeu du présentéisme, et puis à distance, des personnes qui perdent du terrain dans la guerre aux promotions. Et ça, c'est un énorme danger. Du coup, l'hybridation nécessite d'être pensée de manière à être fortement inclusive, c'est-à-dire de proposer la même chose à tout le monde et même parfois d'imposer certaines choses à tout le monde en fait. Donc ça veut dire, par exemple sur la question du présentéisme, il y a une entreprise qui a obtenu le classement Great Place to Work aux États-Unis l'an dernier pendant la pandémie, qui est l'entreprise Zello, qui a mis en place ce qu'ils ont appelé les Co-Collaborative Hours, les heures collaboratives réduites sur un bloc de 4 heures en milieu de journée. C'est le seul moment où on peut organiser les réunions, les Zooms, etc. Et le reste est flexible pour tout le monde. Donc, il n'y a pas ce phénomène de réunion à 18h. Et si tu dois chercher ton enfant à la crèche, t'es quand même... voilà. Bon, bref. Donc, du coup, ça, c'est un moyen assez simple. Il y a des tas de choses aussi qui concernent
la charge de travail. En fait, il faut que cette charge de travail soit compatible, parce qu'à un moment, flexible, c'est bien, mais si vous avez 80 heures de travail, c'est incompatible avec une vie normale. C'est incompatible aussi, on parlait, il n'y a pas que les parents, c'est vrai, à 50 ou 60 ans, il y a beaucoup d'actifs qui sont aidants, donc qui doivent s'occuper d'une personne, d'un parent, d'un beau-père, etc., qui sont confrontés au même problème, en fait, d'où les taux d'emploi très bas pour des personnes de 55-65 ans. Donc là, la solution, c'est d'avoir aucun emploi qui ait des charges où on attend de 80 heures par semaine. Là, on en est très loin, parce que les emplois dits de la réussite, c'est 80 heures de travail par semaine, parfois. Donc c'est un travail culturel très profond à faire dans les entreprises pour petit à petit faire décliner ce type d'attente-là. Et c'est vrai que c'est quand même assez français. C'est peut-être plus fort, c'est très américain aussi, hein, ils ont appelé ça les greedy jobs, ces emplois avides qui exigent des investissements totaux. Ça, pour le coup, ça peut être des mesures très concrètes, même si c'est un travail de fond à prendre dans les entreprises. Pour terminer sur peut-être la culture et l'expérience collaborateur, je voulais qu'on parle rapidement de mobilité interne et de la gestion de carrière. Delphine, vous, parmi ce que vous avez mis en place chez Orange pour favoriser la reconversion professionnelle des femmes vers des métiers pénuriques, quel est le levier le plus efficace ? Alors, Isabella l'avait évoqué, ça fait des années qu'on avait lancé des classes de techniciennes, des classes de chargées d'affaires, donc aller chercher des femmes en reconversion et les former à nos métiers. Donc, c'est plus de 600 femmes qu'on a formées à ces métiers-là. Aujourd'hui, on a aussi un centre de formation d'apprentis où on forme à la data, l'IA, le cloud, la cybersécurité. Donc ça, on l'a lancé en 2020. C'est pareil, c'est des jeunes soit en reconversion, soit en formation initiale qu'on forme à nos métiers. On s'était fixé là aussi 30% de femmes dans ces promos, on est à 34%, donc voilà, quand on veut, on peut quand même, donc il faut continuer. Et puis on a par exemple un partenariat avec Systech, qui est une association qui aide des femmes réfugiées diplômées à se reconvertir dans les métiers du numérique. Et pour nous, là aussi, c'est important de favoriser ces engagements-là. Et en interne, bien sûr, les femmes ou les hommes qui veulent aller vers ces métiers d'avenir, il y a des parcours de reconversion en interne. Et c'est effectivement ce qu'on évoquait, c'est bien sûr recruter, reconvertir et aussi fidéliser. Donc voilà, c'est tous les engagements qu'on prend. Du coup, pas mal de solutions quand même qui ont été abordées et qui sont proposées. Évidemment, on pourrait en parler pendant des heures. Il nous reste quelques minutes, donc on va prendre les questions-réponses si ça vous va. C'est parti. On passe à la question de questions-réponses et on va commencer avec une première question. Quelles actions peut-on prendre au niveau du recrutement, au niveau du tri des CV, de l'évaluation des seules compétences quand parmi les candidats, un genre est surreprésenté tout en respectant les règles de non-discrimination? Question super intéressante. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Alors d'abord, je pense qu'il est très important que tous les recruteurs, tous les membres des jurys, tous les managers aient une formation au management inclusif et en particulier à tout ce qui est stéréotypes et biais. On a tous des biais. L'important, c'est de pouvoir s'en rendre compte pour que de inconscient, ils deviennent conscients. Une fois que c'est conscient, on peut les gérer. Ça, c'est une chose. Par exemple, il y a un patron d'une petite boîte IT qu'on a formée et qui m'a partagé le fait que depuis qu'il avait fait la formation, quand il recevait des CV en particulier de développeuses informatiques, parce qu'il recherche désespérément des développeurs et des développeuses informatiques, alors déjà, il va aller chercher, il va sourcer, c'est-à-dire qu'il va aller là où les femmes sont. Il faut aller pêcher là où il y a des poissons, parce que sinon, c'est plus compliqué. Et une fois qu'il a enfin des CV de filles, ce qu'il fait, c'est qu'il attend que la deadline soit passée, il met tous les CV devant lui et il commence par les CV de femmes. Et il a un minuteur et il prend le double du temps pour chaque CV de femme pour avoir, parce qu'il sait que les biais, c'est souvent quand on est pressé, quand on est stressé, qu'ils agissent. Et donc, il essaye de déjouer les biais en faisant comme ça. Et ça marche. C'est des petites choses, mais voilà, je trouvais que c'était intéressant quand même.
pour compléter, parce que je pense qu'il faut regarder aussi ce que font les startups, et notamment une startup qu'on suit qui s'appelle GoShaba, qui permet effectivement de détecter des talents via l'innovation cognitive. Donc, c'est des petits jeux. Il n'y a pas de CV, c'est vraiment des jeux en ligne, mais qui permettent de détecter notamment les soft skills. Et ça, je pense que c'est aussi des éléments importants. Donc, je pense que les startups aident aussi beaucoup à sortir du CV classique et aller chercher des talents de façon différente et sans faire attention au genre dans un premier temps. Oui, si je peux rebondir, ça c'est très intéressant parce qu'effectivement, ne restons pas complètement vissés sur il faut tel type de diplôme, de tel type d'école. Ça aussi c'est très très français, en particulier quand on cherche des ingénieurs, même Amina, c'est comme s'il y avait que les ingénieurs qui étaient bons pour être des managers. Sachez que c'est vraiment très français ça, hein. Pas du tout anglo-saxon, où c'est beaucoup plus ouvert, mais c'est tout à fait juste. C'est en fait les soft skills qu'il faut, c'est les capacités d'apprentissage, les capacités de reconversion. Et tu le dis encore mieux que quiconque dans tous tes articles. Je pense que ça pourra faire l'objet d'une prochaine table ronde. C'est un sujet sur lequel on pourra parler très longtemps. On a d'autres questions parce que... On va prendre une autre question si ça vous va, parce qu'il nous reste peu de temps, une question de Mélodie. Si vous pouviez résoudre un frein à la mixité des métiers avec une baguette magique, qui sait, par quoi commenceriez-vous ? Moi, je commencerai par la dévalorisation de tout ce qui relève du soin et du care. Donc, en fait, si on pouvait revaloriser comme ça, avec un coup de baguette magique, le soin et le care, on aurait des hommes sages-femmes, des hommes infirmiers, des hommes qui font du ménage. Du coup, c'est valorisé. Et du coup, la dimension aussi non payante de ce travail serait valorisée. Donc, les tâches domestiques seraient mieux distribuées. Et donc, on n'aurait pas tous ces problèmes-là, en fait. Tout serait réglé. Voilà. Et alors, ça commence à évoluer, mais tous les jouets... Il faudrait qu'ils soient non-genrés parce que ça commence très très tôt, hein, effectivement. La petite fille qui fait le balayage, etc. Donc ça, il faut l'éliminer dès le début. Et moi, je dirais qu'il y a justement dans cette problématique, qui est une problématique profondément humaine, donc complexe, il n'y a pas de recette magique. C'est toujours un ensemble de choses qu'il faut faire. Exact, c'est systémique. Et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. C'est qu'en général, les femmes ont des attentes différentes par rapport à leur métier que les hommes. Le Women's Forum a fait, dans leur dernier rapport sur les femmes dans les STEM, ils ont prouvé que presque 80% des jeunes femmes voulaient avoir un impact positif sur le monde avec leur métier. Mais que par contre, elles ne considéraient que les métiers informatiques, par exemple, n'étaient positifs pour le monde, qu'elles n'étaient que 20% de penser ça. Et donc, ce qui est très important, c'est de travailler sur la perception des métiers. Et en fait, les sciences et l'informatique, c'est enseigné et c'est perçu avec un regard d'homme. C'est-à-dire, les hommes, ils aiment, par exemple, dans je sais pas, une voiture, ils vont aimer dépecer la voiture pour pouvoir la remonter, pour savoir comment ça fonctionne, etc. En général, les femmes, elles sont beaucoup plus attentives à, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec une voiture? En quoi ça va pouvoir être utile? Et donc, si on pouvait avoir une vision beaucoup plus inclusive, plutôt que normée masculine, des sciences, de l'informatique, de la technologie, des métiers techniques, pour vraiment faire prendre conscience aux femmes que ça aussi, ça peut changer le monde. Et on a une autre question de Stéphanie, un peu différente. Comment, selon vous, peut-on attirer plus d'hommes vers le secteur associatif de l'ESS ? Moi, je suis dedans, donc voilà. En fait, les hommes, ils y sont, hein, mais ils sont à la direction des associations de l'économie sociale. Exactement. Et solidaire. Là où ils sont peu nombreux, c'est les emplois peu rémunérés, en fait. Exactement. Et là, c'est pareil dans tous les autres secteurs, c'est que parmi les emplois peu rémunérés, on a toujours une majorité de femmes, partout. Donc, il suffit de les payer, il y aura des hommes. Exactement. Et ça, il y a un concept, je ne sais pas si tu sais ça, Laetitia, ça s'appelle de paradoxal contentment. Pourquoi? Parce que les femmes qui travaillent dans ces métiers-là, tout à fait sous-payées, tout à fait sous-valorisées, alors qu'elles font un travail absolument exceptionnel pour que le monde soit meilleur, eh bien, elles sont malgré tout très contentes. Hein. Et donc, en fait, il faudrait qu'on soit un peu moins contente pour que ce soit davantage valorisé tout en... C'est toute la notion de vocation, on ne peut pas à la fois être utile et être payé, c'est un peu le problème. Ouais.
Voilà. Mais c'est vrai que la notion d'argent, de rémunération, de la contribution, elle est essentielle. Et là aussi, il y a des tabous féminins et qui sont historiques. On a depuis quand même assez peu un compte en banque, etc. Donc il y a toute cette culture de l'argent que les femmes n'ont pas. Et donc savoir revendiquer une rémunération, etc., négocier son salaire, c'est pas forcément des choses qu'on apprend. Parce que c'est mal vu, Delphine. Ouais. Parce que la même attitude de la part d'une femme par rapport à un homme va être jugée complètement différemment. Tout à fait. On va nous trouver arrivistes, gourmandes, enfin pas à notre place en fait. Et donc du coup, même si on ne le sait pas consciemment, on a intégré tout ça. Nous, ce qu'on a envie... Mais ça ne suffit pas d'oser, c'est perçu différemment. Et voilà. Donc ça marche des deux côtés. On dit souvent aux femmes... allez-y, osez un peu plus. C'est toute la philosophie Lean-in de Sheryl Sandberg. Il faut s'asseoir à la table, il faut taper du poing, il faut demander. Oui, mais ça ne suffit pas parce que vous allez être perçu comme une personne horrible, alors que l'homme qui ferait la même chose serait perçu différemment. Donc c'est plus subtil que simplement le vouloir en fait. Oui, il y a un autre travail derrière à faire de sensibilisation culturel, exactement, sur le sujet. Une autre question d'Edmé, question concernant la nécessité d'inclusion dans l'hybridation du travail. Que pensez-vous de la mise en place de politiques incitant au télétravail, notamment le mercredi, pour les pères? Cela éviterait les risques d'invisibilité évoqués par Laetitia Vito. Alors le mercredi, oui, pas forcément le mercredi. C'est en général que la quantité de télétravail soit globalement la même pour les hommes et les femmes à l'échelle de l'entreprise. Je pense que c'est un indicateur qui peut être un indicateur sur lequel garder un œil. C'est très important. Mais ce qu'on observe, et c'est là où à chaque fois on retombe dans les problèmes des choses qui sont plus compliquées qu'il n'y paraît, c'est que c'est comme avec le temps partiel. Quand les hommes ont du temps partiel, en général, c'est pas pour s'occuper de leurs enfants. Donc c'est vrai que le temps partiel, en général, c'est 80% de femmes et 20% d'hommes. On peut se dire que les 20% d'hommes, du coup, sont quand même dans la situation de s'occuper de leurs enfants. Et il y en a qui le sont, bien sûr. Mais en moyenne, la majorité des hommes qui prennent du télétravail, du temps partiel, c'est pour s'occuper d'autres projets, des projets à eux. Donc ça va être un side project, un projet entrepreneurial, une passion personnelle. Et c'est seulement une minorité qui s'occupe des enfants au même titre que les femmes. Et du coup, ce genre de choses, ça ne garantit pas qu'ils s'occupent de leurs enfants. Évidemment, on ne peut pas forcer les gens à faire des tâches domestiques à l'échelle de l'entreprise. Ce n'est pas quelque chose qui peut être fait. Mais je dirais que oui, globalement, avoir la même quantité de télétravail, au moins ça évite le phénomène loin des yeux, loin du cœur, qui serait genré. Donc c'est quand même quelque chose qui reste important. Oui, ça laisse la possibilité à ceux qui veulent le faire de pouvoir le faire. Et juste une chose, faisons attention au déficit de visibilité des femmes dans l'entreprise et de l'entre-soi très masculin dans les entreprises. Ce qui s'est passé pendant tous ces 2 ans de télétravail, c'est que la visibilité des femmes a encore reculé parce que derrière un écran, en plus souvent on ferme les caméras, etc. Et puis elles ont encore plus de mal à parler derrière un écran, à prendre la parole. On sait que la prise de parole est plus compliquée auprès des femmes, pas parce qu'elles ne le veulent pas et qu'elles ne le savent pas, mais simplement parce que elles sont plus souvent interrompues, parce que on va se réapproprier leurs idées, etc. Bon, bref. Donc ça, c'est important. Et puis l'entre-soi. Ce que j'ai pu vérifier, c'est qu'en fait, il y avait, en particulier au sommet des entreprises, les hommes ont continué à se voir. Pourquoi? Parce qu'ils vont jouer au tennis ensemble, parce qu'ils ont leurs enfants dans les mêmes écoles, parce qu'ils font partie du même cercle. Et les femmes, la femme ou les 2 femmes qui font partie du comité de direction ne sont pas inclus dans ce cercle en général. C'est pas vrai tout le temps, mais en général. Et donc en fait, elles m'ont dit que bien plus qu'auparavant, quand elles arrivaient en réunion, les décisions étaient déjà prises en fait, parce que les hommes continuaient à se voir. Et ça s'est fait évidemment dans une inconscience totale. C'était pas pour éliminer les femmes, c'est juste que l'entre-soi s'est réactivé de façon plus forte. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre justement? C'est d'abord le savoir, s'en rendre compte. Ouais. Et justement, faire en sorte. Il est hors de question d'interdire de se voir entre copains, mais c'est de savoir qu'entre copains, on ne parle pas boulot, parce qu'automatiquement, ça va mettre hors jeu d'autres personnes qui ne font pas partie du cercle. Oui, ça c'est intéressant parce que c'est une sensibilisation en plus au plus haut niveau parfois des décisions de l'entreprise. Peut-être une dernière question, nous l'avons vu tout à l'heure, la présence des femmes permet de réduire les biais en IA liés au genre. Avons-nous d'autres exemples concrets de l'apport des femmes au sein d'une équipe?
Moi, je dirais que globalement, hein, alors on parle des femmes, mais moi, c'est la diversité de tous les profils qui m'intéresse. Je pense que c'est essentiel, et c'est d'autant plus essentiel dans un monde en pleine mutation ou d'une complexité monstrueuse. C'est par le croisement des différents points de vue qu'on pourra trouver des solutions qui seront durables. Donc plus que jamais, dans le contexte actuel, je pense qu'avoir des équipes mixtes, des équipes variées, diversifiées, qui apportent un regard différent, sont essentielles pour trouver les solutions. Donc voilà, c'est vrai dans l'IA, mais c'est vrai dans n'importe quelle prise de décision. Et bon, je ne voudrais pas remettre un petit coup de politique là-dessus, mais quand on voit là aujourd'hui ce qui se passe et le peu de femmes à la table des négociations sur des enjeux qui sont majeurs, on pourrait se poser la question de savoir effectivement si les choses ont vraiment évolué, quoi, hein. Mais bon. Non, mais c'est une question, c'est une bonne ouverture pour terminer, parce qu'effectivement, c'est une question qui va bien au-delà, certainement, que du sujet de l'entreprise et que du sujet de l'égalité homme-femme, puisque ça questionne des points sur la diversité de manière générale et sur cette évolution-là. Eh bien, on fait signe que c'est la fin de cette table ronde. Merci à toutes les trois d'avoir répondu à nos questions, à vos questions. Merci à toutes celles et ceux qui ont travaillé sur la préparation de ce live et bien sûr à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez plus d'informations sur le sujet et peut-être prendre un peu de hauteur, je vous invite à découvrir notre dossier spécial L'entreprise, un monde d'hommes comme les autres sur le site de Welcome to the Jungle. Et bien sûr, à très bientôt et bonne journée.